Bonsoir chers téléspectateurs, amis du livre, de la lecture et de la lecture d'expression française. Ubius, ubi societas. Là où il y a les droits, il y a la société. Ce soir, sur notre table, un livre de droit intitulé Manuel de droit administratif général, publié aux éditions CEDI en 2012. Et son auteur se nomme le professeur Yuma Biaba Lui. En ce qui les concerne, chers téléspectateurs, sachez qu'il est docteur en droit public et professeur à l'université de Kinshasa et dans plusieurs universités privées de la ville de Kinshasa. Il a été président de la fondation universitaire et professeur de l'université catholique de Bukavu. Son domaine de spécialisation porte sur les contentieux administratifs et les droits administratifs dont il occupe la chaire dans les facultés de droit où il enseigne. Professeur, bonsoir. Bonsoir Alain. Bienvenue dans Bibliothèque francophone sur CCTV. Merci. Et la première question que nous vous posons est celle de savoir quelle est la particularité de votre livre par rapport aux autres écrits portant sur le même domaine que vous avez exploité. Merci Alain pour cette opportunité que vous m'offrez. Je viens pour présenter cet ouvrage Manuel de droit administratif général que j'ai écrit d'abord à l'intention de tous mes étudiants, et non seulement les étudiants à qui je dispense ce cours, mais également tous les étudiants de différentes universités où il y a la faculté. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs universités à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir les professeurs qualifiés en droit administratif. Il était donc important que les professeurs spécialistes de droit administratif que nous sommes, que nous mettions à la disposition des étudiants de partout un outil pédagogique, un outil qui va permettre que demain, tous les étudiants puissent avoir une même vision du droit administratif congolais. C'est pour cela que nous avons voulu mettre à la disposition des étudiants ce petit ouvrage que nous intitulons Manuel de droit administratif. Un ouvrage qui est d'abord à caractère pédagogique. Il est évident qu'en chantier, nous sommes en train d'écrire un autre ouvrage, le précis de droit administratif, qui lui sera beaucoup plus développé et qui va être à la disposition de tous les praticiens de droit. Alors professeur, dans une société organisée, comment distinguer les domaines d'application du droit administratif et les domaines d'application du droit privé? C'est une bonne question parce que souvent les gens ne s'imaginent pas le rôle et la place du droit administratif au sein d'une société. Je dis toujours que le droit administratif se trouve au carrefour de toutes les branches de droit. Si vous voulez, le droit privé comme le droit international se retrouve toujours autour du droit administratif. On dit que le droit administratif est le droit applicable à l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, le droit administratif est le prolongement du droit constitutionnel parce que le droit constitutionnel concerne l'organisation et le fonctionnement de l'État, tandis que le droit administratif concerne l'organisation et le fonctionnement de l'administration. Or, au sein d'une société organisée, ce n'est pas l'État qui est en contact avec les individus ou les citoyens, c'est plutôt l'administration qu'on appelle communément l'administration publique. Donc, le droit administratif s'applique à cette administration publique et non à l'administration privée. Donc, à partir du moment où vous êtes en relation avec l'administration publique, directement, vous êtes en relation avec le droit administratif. Alors, en tant que spécialiste du droit administratif, pensez-vous qu'avec la création des juridictions administratives, les citoyens ou l'administré seraient mieux protégés qu'avant devant un acte administratif préjudiciable? Bon, le problème fondamental du droit administratif est celui d'observer les rapports entre les administrés et l'administration.
il est évident que l'administration dispose de privilèges de puissance publique. L'administration agit par des décisions unilatérales, lesquelles décisions sont exécutoires, lesquelles décisions s'imposent d'office aux citoyens sans que ceux-ci soient appelés à participer à la décision. Les décisions de l'administration ne peuvent pas être contestées par les administrés. Ceux-ci sont obligés d'abord d'exécuter les décisions de l'administration, quitte à ce que, par la suite, s'ils se trouvent lésés, qu'ils introduisent un recours pour excès de pouvoir. Alors, toute la question est celle de savoir si le droit administratif congolais assure la protection des citoyens, des administrés, face aux abus éventuels de l'administration. C'est là qu'intervient le contentieux administratif, c'est là également qu'intervient votre question, celle de savoir si, par rapport au passé, l'avènement des juridictions administratives apporte une meilleure protection des administrés, des citoyens, vis-à-vis de l'administration. Pour ma part, je dirais d'avance que la question n'est pas celle des institutions judiciaires. Le problème réel de notre droit ou de l'application de notre droit est celui de savoir est-ce que le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, assure la meilleure protection des citoyens. Je considère pour ma part que les institutions judiciaires telles qu'elles fonctionnent, elles ne posent pas de problème majeur. Au contraire, je me pose la question de savoir comment, dans l'environnement macroéconomique actuel, l'État congolais sera en mesure de mettre en place toutes ces juridictions administratives, les tribunaux administratifs dans tous les territoires ou chefs-lieux de province, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Je me dis que ce n'est pas toujours évident. Hein. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je considère que le problème est réel de la protection du citoyen, c'est celui d'une distribution d'une bonne justice. Notre justice, de manière générale, est malade. Elle nécessite des remèdes et il faut chercher des remèdes dans le comportement du juge, dans la procédure qui est mise en place, dans l'exécution même des décisions judiciaires, parce que vous savez que l'administration bénéficie du privilège de non-exécution d'office. C'est que lorsqu'il y a des décisions judiciaires qui sont prises contre l'administration, on ne peut pas appliquer sur l'administration l'exécution d'office. Cela paralyse déjà tous les effets d'une bonne justice qui serait en faveur des citoyens. Donc pour répondre à votre question, moi je ne pense pas que l'avènement de différentes juridictions administratives va apporter une meilleure solution à la protection des citoyens face aux abus de l'administration. Alors, professeur, à la page 38, vous évoquez la Constitution comme source du droit administratif. Et là, vous dites que les juges administratifs, comme ordinaire, ne peuvent contrôler l'inconstitutionnalité d'un acte juridique conforme à la loi, quand bien même que cet acte-là serait contraire à la Constitution. Pourquoi cette prééminence-là de... Oui, c'est une bonne question, encore que c'est une question très technique. Vous savez, l'avantage de mon petit manuel de droit administratif, par rapport à beaucoup d'ouvrages de droit administratif qui ont été écrits, c'est que le manuel que je viens d'écrire, il est beaucoup plus d'application de droit congolais. C'est un petit ouvrage qui nous introduit directement dans l'application du droit congolais. Vous savez que le droit congolais a connu plusieurs innovations par rapport au droit étranger et même par rapport au droit français que nous avons hérité. Nous avons la Constitution du 18 février 2006 qui est une constitution révolutionnaire, qui est à plusieurs égards
très différente même de la Constitution française. Cette Constitution de 2006 a apporté des innovations telles que le droit administratif congolais a connu également une réforme fondamentale. La réforme fondamentale de ces institutions provinciales, de ces institutions décentralisées, tant du point de vue de la décentralisation territoriale que de la décentralisation publique, la réforme du code des marchés publics, ainsi de suite. Donc, je considère que le droit administratif que nous enseignons ici est de loin différent du droit administratif que l'on enseignerait en France ou en Belgique. Alors, comment distinguer aujourd'hui les compétences de la Cour constitutionnelle de celles du Conseil d'État? Bon, d'abord, pour revenir à votre question que je disais technique, je dis il y a une bonne répartition entre les compétences de la Cour constitutionnelle et les compétences du Conseil d'État, juridiction administrative, et les compétences des juridictions judiciaires. Il est évident que le contentieux de la constitutionnalité d'un acte juridique est un contentieux qui relève uniquement du juge constitutionnel. Mais ce juge constitutionnel n'a pas une compétence générale pour dire que tout acte juridique devrait être soumis à sa compétence. Non. Donc la Constitution dispose dans ses dispositions relatives au contentieux de constitutionnalité que le juge constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi et des actes réglementaires. Mais les autres actes, les actes individuels, les actes particuliers, les actes réglementaires subordonnés, c'est-à-dire les actes qui sont pris dans le sillage d'une loi pour assurer l'exécution ou l'application d'une loi, eh bien, ces actes-là sont de la compétence du Conseil d'État. Alors, vous posez une question simple. Vous avez une décision individuelle qui est conforme à la loi, laquelle loi est inconstitutionnelle. Et vous allez devant le Conseil d'État, le juge administratif, pour attaquer la décision individuelle, considérant qu'elle est basée sur une loi inconstitutionnelle. Eh bien, le juge administratif, le juge du Conseil d'État, ne peut pas, lui, contrôler la constitutionnalité de la loi qui a servi de fondement à la décision individuelle. Il est incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi. Alors, la décision individuelle que vous présentez devant lui, le juge administratif, elle bénéficie d'un écran législatif. Donc, elle est couverte par la loi, si inconstitutionnelle soit-elle. Donc, le juge, lui, ne va pas contester cette décision individuelle parce qu'elle est conforme à la loi. Donc, il ne peut pas apprécier la constitutionnalité de cette décision qui est conforme à une loi, quand bien même celle-ci serait inconstitutionnelle. Il faudrait en ce moment-là qu'on soulève peut-être une exception d'inconstitutionnalité, et même dans ce cas-là, ce n'est pas le juge administratif qui va connaître de l'exception d'inconstitutionnalité. Non, il va surseoir à statuer. Il va envoyer cette exception devant le juge compétent qui est le juge constitutionnel. Et c'est seulement quand celui-ci va se prononcer sur l'inconstitutionnalité de la loi et par ricochet de la décision individuelle que le juge administratif va alors considérer que la décision individuelle est inconstitutionnelle. Voilà, c'est une matière technique, mais j'espère bien que j'ai répondu à votre question. On sent la subtilité de la réponse. En tant que spécialiste du droit administratif, quelle serait la meilleure organisation territoriale entre la décentralisation territoriale et le régionalisme politique? Oui, encore une innovation de la Constitution de 2006. Donc la Constitution de 2006
a introduit dans notre pays une nouvelle forme d'organisation territoriale, c'est celle du régionalisme constitutionnel ou régionalisme politique, qui fait la distinction avec la décentralisation territoriale. Parce qu'en fait, la décentralisation territoriale est une matière administrative, alors que le régionalisme politique est une matière de droit constitutionnel. Donc on a voulu maintenant que les provinces ne soient plus des entités décentralisées comme par le passé, que les provinces deviennent des entités politiques avec un gouvernement provincial et un mini-parlement provincial avec des députés provinciaux. Les entités territoriales décentralisées restent seulement les villes, les communes, les chefferies et les secteurs. Voilà les 4 entités décentralisées. Alors, votre question est une question de sociologie juridique. Est-ce que le régionalisme politique répond mieux aux besoins du peuple congolais que la décentralisation territoriale? Est-ce une avancée? Moi, je vous dis non, encore une fois. On veut mettre la charrue avant les bœufs. Moi, j'ai été parmi les pionniers de la décentralisation territoriale parce que je me trouvais être directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur lorsque, sous la direction du professeur Vundawe, nous avons amorcé la décentralisation territoriale en disant